Bonsoir. Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve tellement réaliste que vous aviez du mal à savoir si c'était seulement un rêve ou la réalité, ou alors de vivre des moments dans votre vie de tous les jours et avoir cette sensation étrange de l'avoir déjà vécu? C'est précisément ce genre de situation que vivent certains personnages dans les chroniques de minuit. Bienvenue à vous, voyageurs de la nuit. Installez-vous confortablement. Préparez-vous pour un voyage au cœur de l'imaginaire et du monde des rêves. Je vais vous raconter l'histoire d'Ava et Raphaël Frémont. Ava est artiste peintre. Elle habite Paris. Toujours en quête d'inspiration, elle aimait se promener en cette belle saison d'automne dans son quartier préféré, le quartier latin. Sur le chemin du retour, à quelques rues de là où elle habitait, se tenait un vide-grenier. Il y avait des vêtements, des meubles, des miroirs qui, par leur style et aspect, indiquaient qu'ils ne dataient pas d'aujourd'hui. On aurait dit des meubles des années 40. On pouvait voir des manteaux faits de belles matières, telles que la laine et même de la fourrure qui semblaient véritables. Les meubles aussi étaient de qualité, en bois massif, impeccablement vernis, pour certains finement décorés avec de la marqueterie. Elle se fit la réflexion que cela devait appartenir à quelqu'un d'un certain niveau social. Ava repéra une petite commode de style asiatique. Apparemment, tous ces objets provenaient de pays différents et auraient appartenu à un couple de personnes âgées. Le mari était diplomate et dans le cadre de son travail, il avait vécu, lui et son épouse, quelque temps en Indochine, en Amérique, puis en Europe. Ava discuta avec le vendeur qui était le neveu du couple. Il était le seul héritier et ne souhaitait pas vivre dans l'appartement qu'ils avaient laissé. Il voulait vite retourner à Londres où il résidait. Et la solution la plus rapide pour lui était de faire un vide-grenier et mettre l'appartement en vente. Le neveu du couple avait l'air très pressé de se débarrasser de tous ces meubles. Ava en profita donc pour négocier le prix de la commode qui n'était pas donné. Après quelques minutes d'intenses négociations, ils se mirent d'accord sur un prix. Et Ava acheta la commode pour laquelle elle avait eu un coup de cœur. Elle appela des amis pour l'aider au transport. La commode fut posée dans son atelier en attendant d'être dépoussiérée et nettoyée comme il se doit. Elvis, le chien d'Ava, passa près d'elle et il se mit à renifler la commode. Il semblait qu'il y avait quelque chose qui lui déplaisait. Il se mit à aboyer et grogner en direction de la commode. Ava n'y prêta pas plus attention, car comme son atelier était situé dans le jardin, elle avait déjà aperçu des souris dans le coin. Il était possible que l'une d'entre elles se soit cachée derrière la commode et que son chien les repérait. Ava rappela son chien et ils allèrent à l'intérieur de la maison. Dès que la commode fut nettoyée, elle l'entreposa dans sa chambre avec l'aide de sa voisine. Elle aussi trouva cette commode très belle. Elle n'en avait jamais vu de pareille. Ava lui confia que le vendeur lui avait dit que cette commode venait de Chine. Elle remercia sa voisine pour son aide et retourna à ses occupations. Son mari, qui était steward, était absent depuis quelques jours, mais il devait rentrer dans peu de temps. Elle était donc impatiente de lui montrer ce qu'elle avait chiné. Ce soir-là, Ava resta travailler sur une toile dans son atelier jusqu'à tard dans la nuit. Quand elle eut fini, elle jeta un coup d'œil à l'horloge. Il était minuit passé, et son mari devait être sur le chemin du retour à cette heure-ci. Elle retourna alors dans la maison, en espérant pouvoir dormir un peu. Elle arriva devant sa chambre, et elle crut entendre du vacarme. Au début, elle croyait que cela venait de chez les voisins d'à côté, mais en tendant l'oreille,
elle s'aperçut que cela venait bien de chez elle, et plus précisément de la chambre. Ava remarqua que ce bruit venait de la commode qu'elle avait achetée. Un des tiroirs de la commode bougeait, comme si quelqu'un le secouait pour l'ouvrir. La seule explication à laquelle elle songea est qu'il y avait peut-être une souris ou un rat qui était entré dans la commode quand elle était entreposée dans son atelier. D'ailleurs, elle se souvenait que son chien avait reniflé quelque chose tout à l'heure. Mais elle était beaucoup trop effrayée pour aller vérifier, car elle avait une peur bleue des rongeurs. Ava resta sur ses gardes. Pendant toute la nuit, le tiroir faisait un bruit insupportable, et elle avait vraiment peur que la souris sorte du meuble et s'approche d'elle. Elle décida de sortir de sa chambre, de bien fermer la porte et de passer la nuit dans son salon pour être plus tranquille. Le lendemain, elle raconta tout à son mari lorsqu'il arriva. Ava se tenait à bonne distance, redoutant le moment où la souris allait sauter du tiroir. Raphaël, son mari, ouvrit le tiroir, mais aucune trace de rat ou de souris. Il en profita pour vérifier les autres tiroirs. La commode était entièrement vide. Ava resta perplexe. Elle avait bien entendu le tiroir gigoter. Le soir venu, le silence régnait dans la chambre. Quand à nouveau, en plein milieu de la nuit, le tiroir se mit à bouger. Cette fois-ci, son mari était présent. Ava le réveilla et il entendit lui aussi le bruit du tiroir. Persuadée qu'il y avait un petit rongeur dans la commode, elle demanda à son mari de la déplacer au garage dès le lendemain. Et dès les premières lueurs du jour, la commode fut déplacée au garage jusqu'à ce que cette affaire soit mise au clair. Raphaël, curieux, inspecta à nouveau de plus près le tiroir. Il retira chaque tiroir de la commode un à un. L'un d'entre eux avait l'air légèrement différent. En manipulant le tiroir en question, il découvrit qu'il n'avait pas la même hauteur que les autres. Il l'examina de plus près et s'aperçut que le tiroir avait un double fond. Il souleva la plaque et il découvrit un très beau coffret en bois de cerisier caché à l'intérieur. Son regard s'illumina. Il était enthousiaste à l'idée d'ouvrir ce coffret. Il espérait que celui-ci renferme un objet de grande valeur. Mais il déchanta rapidement, car au lieu de cela, il fit une découverte des plus macabres. Et il eut du mal à croire ce qu'il voyait de ses propres yeux. Dans le coffret se trouvait une main momifiée. À l'intérieur du couvercle, il y avait une illustration. Celle-ci montrait la main tenue par une personne, puis dans une seconde illustration, il y avait la même personne avec la main momifiée dans la main droite et de l'or dans la main gauche. Raphaël essaya de déchiffrer ces illustrations tant bien que mal. Son attention fut attirée par un symbole tatoué à l'intérieur du poignet. Il prit une photo et il fit des recherches sur Internet. Il découvrit avec stupeur que ce symbole correspondait à un célèbre sorcier du temps de la dynastie Ming. Ce sorcier avait travaillé pour la famille royale de l'époque, et quand il décéda, il fut enterré sur des terres royales. Mais une légende dit qu'un jour, une de ses mains aurait disparu, et elle avait été vendue au marché noir. Il y avait des pages entières sur le sujet. Plusieurs personnes étaient à sa recherche et étaient prêtes à offrir des sommes folles. Car il semblerait que cette main aiderait à exaucer les vœux. En faisant un vœu et en tenant la main, le vœu se réalise. Mais d'après une autre illustration, sur un parchemin qui n'était pas dans le coffret, mais qui était disponible sur le net, tout portait à croire qu'il y aurait aussi un prix à payer, une sorte d'échange de bons procédés.
Raphaël trouva tout cela un peu tiré par les cheveux. Pour lui, ce n'était que de vieilles croyances d'un autre temps. Mais il se sentait quand même désolé pour l'homme à qui appartenait la main. Il s'apprêtait à refermer le coffret, quand il fut traversé par un sentiment étrange. Et si jamais cela était vrai? Par curiosité, il tenta de jouer au jeu de course. Et comme par enchantement, il remporta une somme importante d'argent. Il n'avait rien dit à Ava pour la main momifiée. Il voulait vérifier si les dires de cette légende étaient vrais, et apparemment, c'était le cas. Mais dès le lendemain, il reçut un appel l'informant que son père était soudainement tombé gravement malade. Son pronostic vital était engagé. Bien qu'extrêmement inquiet pour son père, il ne fit pas immédiatement le lien avec la main momifiée. C'est comme s'il avait oublié qu'il y avait une contrepartie. Et donc, toujours sans penser aux conséquences, il prit la main et demanda que son père aille mieux. Et effectivement, aussitôt, il reçut un appel l'informant que son père allait beaucoup mieux. Il était même sorti d'affaires. Mais quelques heures plus tard, le chien d'Ava, Elvis, avait disparu. Et Ava en fut profondément affectée. Cette succession d'événements tragiques interpella Raphaël. Coïncidence ou conséquences directes liées à sa récente découverte? Il devait se rendre à l'évidence, car la réponse s'imposait d'elle-même. Il avait aussi noté qu'il se sentait de moins en moins à l'aise dans sa propre maison depuis cette atroce découverte. Il avait l'impression d'avoir mal agi et réveillé quelque chose de malveillant. Et il était dépassé par tout cela. Il décida d'en parler à Ava, qui resta un moment sous le choc. Elle n'en revenait pas. Elle était horrifiée. C'était donc cela la cause de tout le raffut qui provenait de la commode. Cette révélation lui glaça le sang. Tout compte fait, elle aurait préféré que sa commode renferme un rongeur plutôt que cette main momifiée. Dans un premier temps, elle voulait contacter la police, mais après mûre réflexion, elle se demanda si elle serait vraiment en mesure de l'aider face à un problème qui paraissait de cause surnaturelle. Dépassée par la situation, et furieuse que Raphaël ait utilisé la main pour exaucer des souhaits, elle se mit à chercher une autre solution. Elle avait entendu parler d'une équipe de spécialistes du paranormal. Celle-ci se composait d'un médium, d'un prêtre exorciste et d'un ingénieur high-tech qui utilise toutes sortes de gadgets pour détecter les esprits. Elle n'avait personne vers qui se tourner, et elle décida de les contacter pour leur demander de l'aide. L'équipe arriva dans la maison, et très vite, la médium détecta la présence d'une force sombre et très ancienne. Raphaël et Ava se posèrent un instant pour expliquer à l'équipe le problème. Ils montrèrent également la main momifiée. Raphaël remarqua alors un détail tout à fait effrayant. On aurait dit que les ongles de cette main avaient poussé. Ils étaient beaucoup plus longs par rapport à la fois où il avait découvert le coffret et qu'il avait fait les 2 souhaits. L'ingénieur high-tech passa une lampe UV au-dessus de la main momifiée et découvrit une inscription qui se révéla seulement sous cette lumière. Il y avait une inscription sur la paume de la main. Après l'avoir scannée avec un de ses gadgets, il découvrit la traduction suivante. « Prends garde à toi qui utilises cette main pour formuler un souhait. Car même si cette main te donnera ce que tu veux, elle pourra elle aussi prendre ce qu'elle veut. » Ils se regardèrent tous complètement stupéfaits.
La médium dit alors que selon elle, si une personne se décide à faire un vœu, alors elle devra être prête à donner autre chose en retour. Quelque chose qui lui est précieux. Et bien évidemment, elle ne pouvait pas savoir à l'avance ce que cela allait être. Elle captait une énergie fortement négative et déclara aussitôt qu'il fallait se débarrasser au plus vite de cette main, car un danger planait sur eux. Le prêtre qui les accompagnait prit la parole. Il expliqua que tout cela relevait de la magie noire et de forces occultes on ne peut plus malveillantes. Raphaël n'aurait jamais dû faire de vœux, car c'est comme s'il avait pactisé avec un esprit maléfique. Le prêtre prit la main et le coffret. La seule solution était de les brûler. La médium prit un bouquet de sauge qu'elle fit brûler et elle diffusa la fumée dans toutes les pièces de la maison. L'ingénieur, lui, passa une sorte de détecteur tout autour de la commode. Celle-ci aussi dégageait une énergie extrêmement négative. Il fallait donc aussi s'en débarrasser. Le prêtre allait s'en charger et il demanda à Raphaël de l'aider pour la charger dans son pick-up. Mais en revenant dans la maison, ils n'arrivaient plus à ouvrir la porte. Ils étaient coincés dehors. Dans la maison, il y avait Ava, la médium, et l'ingénieur. Ils ne s'étaient aperçus de rien et pensaient le prêtre et Raphaël dans la maison. Ava était assise dans la cuisine avec la médium quand elles entendirent l'ingénieur discuter avec quelqu'un dans le salon. En allant vers lui, elles constatèrent qu'il était en train de discuter avec le prêtre. Le prêtre lui demandait avec insistance de lui remettre la main momifiée. Cet homme d'un tempérament très calme et mesuré parlait avec un ton assez menaçant, ce qui surprit l'ingénieur. C'est alors que la médium lui dit de ne surtout pas lui remettre la main. Elle avait senti que c'était un imposteur. Sa voix se fit de plus en plus grave et menaçante pour les intimider et les effrayer. La médium prit alors le bouquet de sauge qu'elle approcha de lui. Et l'illusion se désintégra. Ava demanda où étaient son mari et le prêtre. L'ingénieur dit qu'il avait cru les entendre sortir tout à l'heure. Soudain, Ava entendit son mari l'appeler. Il était dans la cuisine et il lui demandait de venir avec la main momifiée. La médium la tira par la manche pour lui dire de ne pas se laisser duper. À cet instant précis, la porte d'entrée était en train de gigoter et était secouée comme si quelqu'un essayait de la défoncer. Et c'est ce qui arriva après quelques minutes. Le prêtre et Raphaël avaient enfin réussi à ouvrir la porte et avaient rejoint les autres. Le prêtre ordonna alors de brûler cette main sans attendre. Mais à chaque fois qu'il essayait d'allumer la cheminée ou approcher un briquet, le feu ne prenait pas et le briquet s'éteignait comme si quelqu'un soufflait dessus. Sentant qu'il était en danger, l'esprit du sorcier multiplia les apparitions plus effrayantes les unes que les autres. Et dans toute la maison, résonnaient des bruits de meubles qui bougeaient. Les portes claquaient toutes seules. Un vent fort se leva dans la maison alors même que les fenêtres étaient fermées. Et celui-ci les poussa tous les quatre en tentant de les séparer et les isoler chacun dans une pièce. La situation devenait incontrôlable et terriblement dangereuse. La décision fut prise de prendre cette main momifiée et de la sortir de la maison. Mais là, c'est dans la stupéfaction la plus totale que tous furent témoins d'une scène effrayante. La main se mit à bouger, et elle planta ses griffes dans la table où elle était posée, si bien que lorsque le prêtre voulait la prendre, celle-ci luttait pour ne pas être déplacée. Il tira dessus de toutes ses forces. Il réussit à la décrocher de la table, mais il fut déséquilibré et tomba en arrière. La main du sorcier lui glissa des mains, et elle atterrit sur le sofa.
Le prêtre s'empressa de vite aller la récupérer. Mais le temps qu'il se relève, elle avait disparu. Soudain, il entendit des cris venir d'une pièce à côté. C'était Ava et la médium qui avaient vu la main se déplacer toute seule dans la cuisine. Raphaël et l'ingénieur arrivèrent en courant. Et après un jeu du chat et de la souris qui dura quelques minutes, il emprisonna la main en la couvrant avec un seau. Puis tout le monde se dirigea hors de la maison. Le prêtre les avait devancés dans le jardin. Il avait mis des feuilles mortes dans une brouette et avait allumé un feu. Aussitôt qu'ils furent tous dehors, le prêtre demanda à Raphaël de déposer la main dans le feu, car il était le seul à avoir formulé les souhaits. Il jeta la main dans le feu, et l'inscription qui était invisible se colora en un rouge incandescent. La main se consuma rapidement, et immédiatement, les bruits dans la maison cessèrent. Le prêtre veilla à ce que toute la main soit réduite en poussière. Il ramassa ensuite les cendres et les plaça dans le coffret. La médium et le technicien firent un dernier tour dans la maison. Il restait quelques résidus, mais l'esprit lui était parti. Elle conseilla au couple de faire brûler de la sauge pendant une semaine pour évacuer les résidus de mauvaise énergie. L'équipe de chasseurs de fantômes, juste avant de partir, confia à Ava et Raphaël que c'était de loin la plus impressionnante intervention qu'elle avait faite jusqu'à présent. Ils ajoutèrent de ne pas hésiter à les appeler au besoin, mais le couple espérait ne plus jamais avoir recours à eux après cet épisode si traumatisant. Ava en voulait encore un peu à Raphaël, car s'il lui avait dit dès le début ce qu'il avait découvert, elle l'aurait dissuadé d'utiliser la main pour faire un souhait, et il n'en serait pas arrivé là. Son mécontentement se dissipa, car malgré tout, rien de mal ne leur était arrivé, ni à eux, ni à leurs proches. Raphaël et Ava étaient encore dans le jardin, et alors qu'ils se croyaient sortis d'affaires, ils entendirent un bruit venant de derrière les buissons. Pris de panique, ils se regardèrent d'un air inquiet. Ava avait-elle parlé trop vite? Était-il réellement sain et sauf? Le bruit se faisait de plus en plus distinct. Ava agrippa le bras de Raphaël, qui avançait pour aller voir ce que c'était. Il faisait sombre dans le jardin. Mais il était clair qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose. Mais en voyant de plus près, l'inquiétude laissa place au soulagement. C'était Elvis, le chien d'Ava qui avait réapparu. Finalement, Ava pouvait vraiment dire que tout s'était bien terminé pour eux, malgré ces événements invraisemblables. Raphaël s'en voulait d'avoir cédé si facilement à l'appât du gain. Il aurait dû se douter que cela était trop beau pour être vrai. Il était cependant reconnaissant que lui et son épouse s'en soient sortis sains et saufs. C'est sûr, on ne les reprendra pas. Même s'il faut dire qu'il est plutôt rare de trouver une vieille main momifiée cachée dans une ancienne commode chinoise. Et qu'il est tout aussi rare que celles-ci promettent de donner sur simple demande ce que l'on souhaite. Espérons seulement que cette commode soit le seul objet maudit du vide-grenier, et que personne à l'heure qu'il est ne se trouve dans une situation similaire, ou pire encore. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de minuit.